surtout, cette glaire cervicale, elle est sécrétée d'abondance au jour de l'ovulation. Donc, vous aurez une glaire abondante, cette glaire abondante qui est optimisée le jour de l'ovulation va donner au vagin va tamponner un peu l'acidité du vagin pour qu'il soit un peu alcalin, que pour les spermatozoïdes puissent aller vers le survivre et passer du milieu acide du vagin vers le col qui est un milieu alcalin. Et là, ce qu'on appelle, c'est la première traversée, parce qu'une fois déposé dans le vagin, pour remonter le long de l'utérus et arriver jusqu'à la trempe, il y a des péripéties, c'est un long chemin, d'accord. Donc, il va traverser du vagin, il va passer à travers le col pour y accéder à la cavité utérine. D'accord. Donc, c'est grâce à cette différence de pH que ces spermatozoïdes vont fuir ce milieu vaginal qui est naturellement acide. D'accord. Ce qui n'empêche pas que d'avoir déjà une première sélection. Vous savez, une fois l'homme, le coït, c'est l'éjaculat. Quand il éjacule dans le vagin, c'est entre l'éjaculat entre 2 à 6 cc. D'accord. 2 à 6 millilitres. Chaque millilitre, il contient 20 à 60 millions de spermatozoïdes. Vous imaginez, 20 à 60 millions par millilitre, et la quantité, c'est entre 2 et 6 cc. Vous imaginez le nombre. Donc, déjà, il y aura une première sélection lors du passage du vagin vers l'utérus à travers le corps. Donc, c'est uniquement presque 1%, je dirais, qui arrive à traverser le col, et on aura uniquement les spermatozoïdes en bonne forme, rapide, de bonne qualité. Les autres seront emprisonnés au niveau du vagin et ensuite ils seront détruits naturellement. Donc, dans l'utérus, une fois dans l'utérus, c'est grâce à la contractilité du muscle utérin que les spermatozoïdes vont monter du bas de l'utérus, de l'isthme, vers le fond utérin pour qu'ils trouvent les deux orifices tubaires, les deux orifices d'embouchement des trompes, ce qu'on appelle les ostium tuberinum, d'accord. Et là, la direction, est-ce que la trompe droite ou la trompe gauche, bien sûr, c'est en fonction de l'ovaire qui a ovulé. C'est par le phénomène du chimiotactisme. Vous connaissez le chimiotactisme? C'est comme des odeurs qui sont sécrétées c'est un peu un mécanisme biochimique un peu complexe où l'ovocyte sécrète des substances où les spermatozoïdes sont attirés par ces substances et du coup, les spermatozoïdes vont prendre la route de la trempe où l'ovaire il a ovulé. Donc, une fois traversé de l'ostium tuberinum, donc les spermatozoïdes vont se retrouver au niveau de la trempe. Donc, s'il y a ovulation, le phénomène de l'ovulation, vous les connaissez, c'est l'ovaire le follicule qui se développe pendant, allô, développe. Au 14e jour, le follicule dominant, qu'est-ce qu'il fait? Il éclate en libérant l'ovocyte et l'ovocyte par les franges, les franges de la trempe. L'ovocyte, et ensuite, il va migrer tout au long de la trempe. Et au niveau de cette trempe, il y aura la rencontre entre les spermatozoïdes, entre, je dis bien, les spermatozoïdes et en général, souvent un seul ovocyte. Donc, un seul ovocyte, il sera entouré par plusieurs spermatozoïdes, d'accord. Et là, c'est là ce on appelle le phénomène de fécondation proprement dit. D'accord. Donc, il y a des millions de spermatozoïdes qui vont entourer un seul ovocyte. Et l'ovocyte, il est entouré par de plusieurs membranes. Et surtout, la membrane la plus solide, vous connaissez, c'est la zone pellucide. Donc, les spermatozoïdes, avec leur tête, ils vont piquer. Chacun, il va piquer, essayer de perforer, de trouver cette zone pellucide. Et une fois, si un seul spermatozoïde arrive à pénétrer, il y aura un phénomène. D'accord. Ce phénomène-là, c'est quoi? Une fois que le spermatozoïde pénètre dans l'ovocyte, la zone pellucide, elle devient infranchissable, elle devient blindée par des phénomènes biochimiques qui vont rendre cette zone pellucide infranchissable pour les autres spermatozoïdes. Sinon, l'ovocyte il sera attaqué par plusieurs spermatozoïdes. Si vous aurez plusieurs spermatozoïdes qui pénètrent dans l'ovocyte, on appelle ça la polyspermie. Et là, c'est l'être humain, il est constitué de 23 chromosomes, d'accord. 23 paires de chromosomes.
D'accord? Donc 22 plus un gonosome maternel et 22 plus un gonosome paternel, maternel et maternel. Donc si deux spermatozoïdes entrent, on aura 3 N chromosomes. La nature, c'est 2 N chromosomes. D'accord? Donc une fois le spermatozoïde pénètre à l'intérieur, donc il laisse son flagelle à l'extérieur et le noyau du spermatozoïde rencontre le noyau de l'ovocyte. Ils se mettent au milieu et on aura la première cellule qui se forme avec la moitié des chromosomes de la maman et la moitié des chromosomes du papa. Et un nouveau individu est apparu. Et là, cette cellule-là un noyau deuxième chromosome va subir des divisions segmentaires, on appelle blastocytes, qui vont se diviser une cellule, puis deux cellules, quatre cellules, 8 cellules, 16 cellules, et c'est ça ce qu'on appelle les blastocytes. D'accord? C'est là le premier, c'est l'ébauche de le futur embryon. Donc, ces cellules-là, ce qu'on appelle, c'est des cellules multipotentes. C'est des cellules souches. C'est ce qu'on appelle les cellules souches ou des cellules multipotentes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se transformer. Ils vont donner du muscle, ils vont donner du derme, ils vont donner des vaisseaux, ils vont donner de l'os, ils vont donner de la peau. C'est ça ce qu'on appelle les cellules multipotentes ou les cellules, les premières cellules. C'est des cellules multipotentes ou les cellules souches. En arabe, c'est le khalaya al Très bien. Donc, une, une, une fois, une fois que ces cellules-là commencent à se diviser, entre-temps, cette cellule, ce qu'on appelle le zygote, qui est un ensemble de blastocytes, va, pour se développer, il est en train de se multiplier, il a besoin d'un endroit, d'accord? Un endroit, la trompe, vous savez, la trompe, elle est filiforme et très, très, très fine, d'accord? Donc, ce n'est pas un milieu favorable, il n'y a pas assez d'espace pour le développement d'un futur fœtus. Donc, il a besoin d'un espace plus grand. Qu'est-ce qu'il y a? À droite, c'est la cavité abdominale, ce n'est pas un lieu d'implantation. À gauche, c'est l'utérus. Donc, il va faire le chemin inverse emprunté par le spermatozoïde où il va aller dans la cavité utérine. Et là, ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accoler dans la paroi de l'endomètre au niveau de la cavité utérine, ce phénomène-là qu'on appelle le phénomène de nidation. Donc, très bien. Donc, on a terminé avec la fécondation. Si vous avez des questions, sinon, on va entamer le chapitre rapidement de la nidation. Donc, la nidation, c'est quoi? C'est l'implantation d'un œuf, d'un zygote ou bien un œuf. D'accord? Donc, il s'implante, c'est quoi? L'utérus, il est formé par trois tuniques. La séreuse, le myomètre, et à l'intérieur, c'est l'endomètre. La couche la plus interne, c'est l'endomètre. C'est quoi? C'est les cellules. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les artères spiralées avec du glucogène. Et c'est cette couche-là qui se desquame à chaque fin du cycle en absence de fécondation pour donner des règles. Quand il n'y a pas d'oestrogène et de progestérone, donc vous aurez une chute des hormones et vous aurez une desquamation et ça va se manifester par des monstrues chez la femme. Donc, cet œuf-là ou zygote-là va creuser dans l'endomètre, d'accord, à l'intérieur pour s'implanter. Donc, il a besoin de creuser. Il ne reste pas accolé à la paroi parce que s'il reste accolé, il risque de tomber. Donc, il va creuser un peu, d'accord, il va creuser dans l'endomètre, ce qu'on appelle, c'est une implantation ou bien une nidation de type interstitiel, contrairement aux animaux où il y a l'œuf, il s'accole, il n'envahit pas la couche de l'homme. Bien sûr, la profondeur de la pénétration est calculée par des phénomènes un peu complexes qu'on détaillera dans d'autres, peut-être le jour de l'HTA gravidique, parce que si c'est trop profond, ça va donner un placenta accreta, ou si c'est trop petit, ça va entraîner des avortements, ou bien une HTA gravidique. Vous pouvez demander à l'enseignant qui vous expliquera le cours de l'HTA si ce serait moi. Donc, pourquoi on aura un phénomène d'HTA gravidique? C'est parce que la nidation ne se fait pas correctement. D'accord? Très bien. Donc, cette nidation-là se fait en général au niveau dans l'endomètre. En général, l'œuf, il s'implante là où il y a, bien sûr, il faut qu'il y ait une préparation de l'endomètre. L'endomètre doit être préparé pendant la première phase.
un épaississement de l'endomètre pour que l'œuf ou le zygote trouve un milieu favorable, riche en vaisseaux et en glucogène pour qu'il trouve les premiers nutriments, il peut se nourrir les premiers temps. Là, ce qu'on appelle le phénomène de nidation. Cet œuf-là, une fois qu'il pénètre à l'intérieur de l'endomètre, il va donner des ramifications. D'accord? C'est comme mes doigts là, des ramifications comme des racines, comme une plante, quand vous implantez un arbre, un petit arbre, là, il va donner ses racines. Donc, l'œuf, il va faire sortir ces couches cellulaires, etc. Il va faire sortir des tentacules qu'on appelle des villosités, comme mes doigts là, pour s'incruster correctement dans l'endomètre. Ce qu'on appelle, si la première couche, c'est le trophoblaste, le syncytio-trophoblaste et le cytotrophoblast, on appellera ça villosité primaire. Ensuite, elle va être la deuxième couche, elle va suivre ce qu'on appelle la villosité, ça sera une villosité secondaire. Et la troisième, ça sera la troisième couche, c'est le mésenchyme où on va avoir une villosité tertiaire. Donc, il y a trois couches qui envahissent en profondeur dans l'endomètre. Et là, ils vont creuser pour s'enraciner dans l'endomètre. Entre-temps, les cellules, on a dit que ce zygote-là, il a la capacité de donner plusieurs cellules. Il faut savoir que les premières cellules qui se transforment à partir des cellules multipotentes, c'est les cellules sanguines, vasculaires. Donc, on aura l'apparition des premiers vaisseaux fœtals qui naissent dans ces villosités. D'accord? C'est comme des racines, comme un arbre sous terre, il a des racines pour absorber. Le rôle des racines, c'est quoi? C'est pour absorber de l'eau et les nutriments pour les arbres. La même chose pour le zygote. Là, c'est les racines là. Donc, il y a plusieurs couches, on a dit 3 couches, d'accord? Et à l'intérieur, il y a un petit vaisseau. Imaginez mon doigt, c'est une villosité. La peau, les muscles et l'os du doigt, c'est le vaisseau. Donc, et là, tout ça, ce qui entoure là entre les doigts, et là, c'est l'endomètre maternel. L'endomètre maternel, on dit, c'est des vaisseaux. Donc, il y aura les vaisseaux maternels qui arrivent, les vaisseaux terminaux qui arrivent au contact des villosités. Bien sûr, ces villosités sont couvertes, donc le sang fœtal, il est couvert. Vous voyez qu'il est couvert. Donc, il n'y a pas de contact entre le sang maternel et le sang fœtal. Et il y aura les phénomènes d'échange entre le bébé et la maman. Donc, il n'y aura pas de contact entre le sang maternel et le sang fœtal. Parce que s'il y a un contact entre le sang maternel et le sang fœtal, qu'est-ce qu'on aura? Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est quoi? Allô, allô? Quelqu'un peut me répondre? Vous êtes là? Eh oh! Vous êtes là الو ou non? مانيش نسمع مانيش نسمع. Allô? Vous êtes là? Allô? Oui, monsieur. Très bien. Donc, vous êtes là. Donc, il n'y a pas de contact entre le sang maternel et le sang fœtal. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit que les vaisseaux, اسمع là, les يجلس villosités, الطايف c'est comme mes doigts. وبدا Il y a يسقسي. la peau, il y a le muscle et il y a l'os. قاعد يسقسي قال Donc, et لهم là, le sang. Donc, il n'y a pas un قال contact لهم direct اسكو entre فو ميكوتي l'os قلت له de mon الو doigt الو et l'os مانيش bleu parce نسمع. qu'il est couvert. Donc, il y aura des échanges par des phénomènes comme l'intestin chez l'adulte شنو ou bien l'intestin, vous savez, غير c'est واحد les ما كان petits ما vaisseaux ما يشوف. qui vont absorber les nutriments, ils vont passer dans la circulation احنا générale, قاعدين d'accord? Et comme pour le poumon, ها il y aura ايوه le ايش sang oxygéné qui arrive par les سفيان poumons, سفيان il va سقسانا diffuser قال vers سقسانا وسكت فهمتي. les cellules قال له الو الو et مانيش نسمع ce qu'on مانيش appelle par نسمع. des phénomènes de diffusion. Donc, les échanges entre le sang maternel, donc le fœtus, il sera considéré comme quoi? Comme un organe, d'accord, qui va قاعد يحكي avoir, لنا il y على aura واخر قاعد يحكي لنا un sang على riche en oxygène et en nutriments l'opération. qui arrive. Il passe chez le bébé par des phénomènes de اه diffusion, de شغل انا عرفها facilitation, de pinocytose, comme les phénomènes تقطعي que vous avez étudiés en deuxième année, بيجي بك les شفاها phénomènes شنو. de transfert du nutriment et de l'oxygène. D'accord? Une fois le bébé il consomme l'oxygène, il aura des اه déchets, du CO2 qui vont retourner. C'est comme, اه imaginez que le bébé, c'est comme un cœur, un organe, un foie, où il y aura des phénomènes d'oxygénation, ensuite le phénomène de rejet. D'accord? Vous suivez? Très bien. Là, ce qu'on appelle, là, cette zone d'échange, et cette zone d'échange des villosités, d'accord? Et l'endomètre, on appellera ça, c'est ça le placenta. C'est ça ce qu'on appelle le phénomène de placentation.
D'accord? Si vous avez des questions concernant la fécondation, l'anidation ou bien la placentation. Donc, fécondation sur rencontre spermatozoïde ovocyte au niveau de la trempe, hop, migration dans l'endomètre, invasion de l'endomètre, donc implantation. Donc, il va envoyer des tentacules pour creuser dans l'endomètre. En tentacule-là, à l'intérieur de chaque tentacule, il y a un micro-vaisseau qui va essayer de capter le nutriment et d'envoyer et de l'oxygène et d'envoyer les déchets vers la maman. Donc, c'est la maman qui va jouer et le poumon, c'est la maman qui va jouer et le foie à la place du bébé. Donc, fécondation, nidation et placentation. Donc, j'ai terminé mon petit rappel concernant l'histoire un peu naturelle. Bien sûr, le diagnostic de la grossesse a été fait par Dr Lossif. Et là, il y a des cliniques, il y a du bêta-ACG qui est sécrété, qui va entraîner des phénomènes physiques chez la maman, une aménorrhée bien sûr, et le diagnostic, il est établi. Question? Question? Allô, allô? Vous êtes là? Allô? Allez, je vois certains noms. Allez, allez. Allez, Khawla, Dihiya, Rim, Ibalina, allez, Fatima. Allez. Si vous avez des questions, je suis là. Hakim, pas de questions? Non, monsieur, pas de question. Très bien. Donc, super. Donc, ça, c'est un petit rappel. Donc, on va passer à la grossesse extra-utérine. D'accord? Donc, on a dit bon, lors du rappel, que la fécondation se fait au niveau de la trempe. D'accord? Que une fois le zygote formé, qui est le produit de fécondation, il a besoin d'un espace grand où il y a des vaisseaux pour avoir tous les nutriments dont un bébé aura besoin tout au long de la grossesse. On a dit qu'il y a un retour de la trempe vers la cavité. Donc, la grossesse normale, elle est une grossesse intra-utérine. D'accord? Si par malheur ou par accident, l'œuf, il se trompe de chemin, au lieu d'aller vers l'utérus, il peut rester dans la trompe et on appellera ça quoi? Allô? Donc, on appellera ça une grossesse tubaire. Donc, ça sera une grossesse extra-utérine. Donc, la définition de la grossesse extra-utérine, c'est les grossesses qui se développent en dehors de la cavité. D'accord? Utérine. Parce que normalement, la grossesse, elle est intra-utérine. Donc, si la grossesse ne se développe pas dans la cavité utérine, donc, on dira que c'est une grossesse extra-utérine. Où est-ce qu'une grossesse, les localisations possibles une grossesse, que le zygote peut... Donc, la nidation, elle se fait en dehors de la cavité. Où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'une nidation peut se faire? Au niveau de la trompe. Très bien, oui. Trompe, et on appellera ça une grossesse tubaire, et c'est la localisation la plus fréquente, elle représente 97%. Très bien. Au niveau de l'abdomen. L'abdomen, oui, donc au lieu d'aller vers la cavité, il va tomber dans la cavité abdominale, donc il peut s'implanter sur les onces intestinales, sur l'épiplan, sur la paroi abdominale interne, même sur le foie, dans la cavité, il peut s'implanter parce que c'est un micro-organisme où il va être un peu emporté, il peut s'implanter, il s'accroche, s'il s'accroche, donc il va s'implanter. C'est ça l'implantation. On a dit la trempe, la cavité abdominale, quoi d'autre? L'isthme utérin. L'isthme utérin, je dirais l'isthme, pas vraiment, la cicatrice. Si par exemple un utérus, l'isthme utérin, s'il est la partie basse d'utérus, on appellera ça, c'est une grossesse intra-utérine toujours, dans l'isthme, mais dans la partie basse, mais elle restera toujours une grossesse intra-utérine. Par contre, si l'utérus, il est porteur d'une cicatrice, par exemple une césarienne, cicatrice n'a pas bien colmaté, n'a pas bien cicatrisé, donc vous aurez quoi? Une fissure qui met une cicatrisation qui est comme une dépression. Oui, je ne se coapte pas correctement. Donc, il prend comme un trait qui va, d'accord, donc il y a la cicatrice au niveau de l'utérus. Imaginez un mur où il y a une fissure. Donc, la fissure a dit, vous aurez de la poussière qui s'incruste, n'est-ce pas?
Vous suivez? Oui. Très Oui, bien. monsieur. Donc, imaginez une cicatrice dans l'utérus, soit une cicatrice de césarienne. Donc, l'œuf, au lieu de s'implanter, il va s'implanter dans cette fissure-là, dans ce trait-là, dans ce trait-là. Et ce qu'on appelle une grossesse intra-utérine, elle est dans l'us, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas sur l'endomètre, elle est dans l'épaisseur du myomètre. On appelle là une grossesse surismocèle, parce que la cicatrice de césarien, quand elle est de mauvaise qualité, on appelle ça ismocèle, d'accord? Donc, pour l'abdomen, sur cicatrice de césarien, quoi d'autre? Euh, Ovarienne. Ovarienne, très bien. Ovarienne, donc, sur l'ovaire, très bien. Ou bien sur le col. Donc, c'est plus bas, c'est pas l'isthme. Donc, sur le col, il fait partie du vagin, n'est-ce pas? Le col, il fait saillie dans le vagin. OK? Donc, elle peut sur le col, sur la cicatrice, soit sur la trempe, soit sur l'ovaire, soit dans la cavité abdominale. Donc, il y a 5 localisations possibles. D'accord? On a ça, c'est des localisations extra-utérines. Et donc, c'est une grossesse. Il y a une grossesse, mais elle est en dehors de la cavité. C'est pour cette raison qu'on appelle grossesse extra-utérine ou grossesse ectopique. D'accord? Là, c'est différentes localisations. Moi, je vous pose la question, mais c'est dû à quoi? Pourquoi l'œuf fécondé ne trouve pas le chemin ou de l'utérus, il aille dans un autre endroit? Que la localisation la plus fréquente, c'est la trempe, 97%. Pourquoi? Donc, la trempe, c'est filiforme. À l'intérieur de la trempe, il y a 3 tuniques, la séreuse, la musculeuse, et à l'intérieur, il y a des cils. D'accord? Ces cils-là, des petits cils-là qui vont faire progresser sous la contraction de la trempe, ils vont ramener vers l'utérus. Imaginez que la trempe, elle est malade. Donc, elle ne va pas assurer sa fonction. OK? Donc, si la trompe, elle est malade, elle ne va pas assurer sa fonction. Et l'œuf, le zygote, qu'est-ce qu'il est en train de subir? Il est en train de se multiplier, de se diviser, de prendre de la taille, n'est-ce pas? S'il il arrive que sa taille, elle dépasse celle de la trompe et qu'il n'arrive pas à l'utérus au bout de 2 à 3 jours, par migration de la trompe vers l'utérus, elle prend 2 à 3 jours. Donc, au ces 2 à 3 jours, l'œuf, il se divise pour donner le zygote. D'accord? Donc, il a besoin de l'espace. Et la trompe, elle est très fine. Donc, s'il augmente de taille, il n'arrive pas à l'utérus, il va être coincé au niveau de la trompe. Et c'est pour cette raison que la grossesse tubaire, elle est la plus fréquente. Donc, lors de la migration du zygote, de le féconder, il sera coincé. Pourquoi? Parce que la trompe, elle est malade. Les pathologies de la trompe, donc, c'est quoi? Vous pouvez me donner quelques étiologies de la La trompe? symphaingite. Très bien. La salpingite, c'est l'infection de la trompe. La salpingite, donc, il n'y aura pas les cils. Les cils de la trompe à l'intérieur, les petits cils qui vont faire progresser l'œuf. Donc, lors de la salpingite, les infections de la trompe, ils vont être détruits et il n'y aura pas, les petits cils qui vont faire progresser, comme vous imaginez à l'aéroport, quand on reçoit les bagages Chana, vous avez les rouleaux, le tapis roulant, donc les tapis qui vont faire progresser les bagages. C'est le même principe, c'est un mécanisme qui déconne au niveau de la trompe. Donc, la trompe, le zygote sera coincé au niveau de la trompe et il va prendre la taille, jusqu'à il va être coincé. Il ne pourra pas progresser. Donc, la salpingite, c'est quoi? Donc, c'est une infection de la trompe. Tous les germes sont incriminés, que ce soit les germes spécifiques ou les germes non spécifiques. D'accord? Spécifique, tuberculose, non spécifique, le staphylocoque, le gonocoque, soit les IST. Le chlamydia. Et le chlamydia, exactement. Et le germe le plus fréquent et le plus destructeur parmi ces germes-là, le staphylocoque, le gonocoque, la tuberculose, le germe le plus destructeur, c'est le chlamydia trachomatis. Donc, si une femme a une chlamydia trachomatis, il va détruire complètement les cibles. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours le rechercher dans un bilan de fertilité ou normalement, il fait même partie d'un examen prénuptial. Donc, avant le mariage, en général, on demande certains bilans, ce qu'on appelle les examens prénuptiaux. Et le chlamydia, il fait partie. D'accord? Très bien. Donc, la pathologie de la trompe. Quoi d'autre? Là, donc, la salpingite. Donc, Tabagisme. la pathologie. Le tabagisme, exactement, la nicotine, qu'est-ce qu'elle fait?
la nicotine, elle ralentit la motilité de la trempe. D'accord? OK? Et elle entraîne aussi une déciliation, une atteinte des. Donc, ça peut être infectieux, tabagisme, quoi d'autre? Qu'est-ce L'MST. qu'il peut. Les IST, on n'en parle plus de maladies, on parle des infections sexuellement transmissibles. IST, quoi d'autre? Les antécédents de chirurgie. Chirurgie pelvienne, exactement, c'est quoi? Quand on fait, la femme, elle subit une chirurgie antérieure dans le pelvis, il y aura les adhérences. Vous connaissez les adhérences. Donc la trompe, elle sera accolée à la paroi ou elle sera accolée sur les onces intestinales. Donc elle peut être étranglée, donc tellement étirée, où son trajet n'est plus souple. Donc le trajet, il sera plus long. D'accord? D'autres étiologies? L'âge maternel élevé. Là, L'âge maternel élevé. quoi? Non, c'est plusieurs grossesses. Plusieurs grossesses. Non, non, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Les plus jeunes et les plus âgés, c'est là en rapport avec ce qu'on appelle les causes hormonales. On va exactement ce que va nous parler les hormones, parce que la motricité, quand il y a un déséquilibre hormonal, c'est pas le cas en période d'activité digitale, d'accord? Mais les causes hormonales, c'est la pilule, d'accord? Comme la pilule, c'est pas toutes les pilules. Il y a une pilule spécifique, très particulière, pardon, qui est les microprogestatifs. D'accord? Donc, une pilule à base de progestatifs faiblement dosés. Vous allez faire le cours de la contraception. Allô? Oui, on est là, on est là. Monsieur. Très bien. Donc notre cause hormonale, donc vous allez dire la pilule microprogestative. Un autre moyen contraceptif qui Les dispositifs de contraception Très bien. intra-utérin tels que le stérilet. très bien parce qu'il entraîne une inflammation de l'endomètre. Très bien. Donc, il va empêcher l'anidation, donc l'œuf, parce qu'en réalité, le dispositif, c'est pas un phénomène, le dispositif, c'est pas vraiment un moyen contraceptif, parce que le moyen contraceptif, il empêche l'ovulation. Là, le dispositif, il n'empêche pas l'ovulation, il n'empêche pas la rencontre, donc il Monsieur, empêche la nidation. D'accord? monsieur, comme Cytotec, normalement. Il s'appelle Cytotec. C'est un contraceptif. Peut-être c'est pour entraîner des avortements, c'est autre chose. C'est une force, c'est utérotonique qui m'a pour donner des avortements. Le cytotec, il entraîne des avortements. Par contre, le dispositif intra-utérin, il empêche la nidation. Comme tout à l'heure, l'introduction, il y a fécondation, il y a nidation. Quand l'endomètre il est inflammé, il n'y aura pas le phénomène de nidation. D'accord? Parce que l'endomètre, il devient impropre. Vous avez compris? Très Oui, bien monsieur. compris, Bon? oui. Oui, Très bien. Exactement, parce que l'endomètre, il est tellement, il y a de l'inflammation, donc il n'y a pas, quand il y a des phénomènes inflammatoires, donc il n'y aura pas des phénomènes de nidation normale. Donc le dispositif, il empêche la nidation. Donc il n'y aura pas de nidation. Mais une fois la nidation, elle est faite, le dispositif, il ne sert à rien, d'accord? Parce qu'on peut avoir des grossesses sur dispositif. Parce que le dispositif, il entraîne une inflammation. On peut avoir certaines parties de l'endomètre qui ne sont pas inflammées. D'accord? Ou l'œuf, il peut s'implanter, on aura une grossesse sur dispositif. OK? Monsieur, c'est pour ça les anti-inflammatoires sont interdits chez les femmes qui mettent le stérilet. Bien, très bien, exactement, parce qu'ils vont. L'effet terreau, c'est quoi le dispositif au cuivre, hein? Parce qu'il y a deux dispositifs. Il y a le dispositif au cuivre, il y a le dispositif hormonal. Le stérilet, classiquement, le dispositif au cuivre, bien sûr, c'est contre-indiqué parce qu'il va faire disparaître l'effet du stérilet. Ouais, D'accord? merci. Je vous en prie. Donc, on a vu les causes tubaires, infectieuses, la nicotine, la micropilule, les dispositifs intra-utérins, la chirurgie pelvienne. D'accord? OK? D'accord, oui. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des facteurs favorisants. C'est pas parce qu'une femme fume qu'elle est obligatoirement, elle va développer une JU. D'accord? C'est pas une femme qui a la main stérilée, c'est des facteurs de risque. OK? Il n'y a pas d'étiologie spécifique. OK? C'est des facteurs de risque. OK? On est d'accord? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Super. Donc, on a vu la définition, les différentes localisations, les causes de la grossesse. Donc, on va parler du diagnostic. Le diagnostic de la grossesse extra-utérine, comment il va se manifester?
C'est quoi d'abord? Comme le diagnostic normal, comme la grossesse normale. Très bien. Donc, on aura d'abord les, les Une signes cliniques aménorrhée. d'aménorrhée, parce que la femme, elle est enceinte. Très bien. Donc, l'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Très bien. Quoi d'autre? On peut Les avoir signes même sympathiques de la grossesse. tous les signes, exactement tous les signes de la grossesse, on les trouve. Très bien. Mais la grossesse normale, comment elle est la grossesse? Elle est silencieuse. D'accord? Donc, normalement, il n'y a rien, à part des fois les signes sympathiques exagérés parce qu'il y a l'hormone, la CG. D'accord? Donc, en plus des signes de la grossesse, donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? La Métrorragie. métrorragie. Ah, très bien. Donc, si on a des métrorragies, des saignements, si on a des saignements, la grossesse évolue, elle ne saigne pas. Si on a des saignements, on va évoquer la grossesse extra-utérine. D'accord? Donc, devant toute aménorrhée, c'est une grossesse, jusqu'à preuve du contraire. Et devant tout saignement pendant la grossesse, début du premier trimestre, c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on peut avoir d'autres étiologies des métrorragies, les grossesses du premier trimestre, qui sont les avortements. D'accord? Les menaces d'avortement ou l'avortement. Ou bien la molidatiforme. Là, c'est des diagnostics différentiels des saignements de la femme enceinte au premier trimestre. OK? La caractéristique de ces métrorragies, c'est quoi? Comment ils sont? Abondant. Non, non, pas vraiment. Au début, Non, c'est pas des Incoagulable. c'est du sang noirâtre, très bien incoagulable. Pourquoi il est incoagulable? Parce que c'est un sang Comme le ancien. sang de direct. Non, c'est comme le sang des règles parce que c'est un sang ancien. Il se fait au niveau de la trempe. D'accord? Parce que la grossesse, elle est coincée au niveau de la trempe. Et le sang, il est noir, tellement ancien qu'il est noir sépia. Parce qu'il traverse la trempe, l'utérus, ensuite il va descendre. C'est pour cette raison, c'est un sang qui met les mélénas et les rectorragies. D'accord? Plus le sang il est frais, plus le sang il est, les hémorragies digestives hautes, elles vous donnent du sang noirâtre, n'est-ce pas? D'accord? Très bien, c'est le même principe digestif. Plus le sang il vient d'un endroit lointain, plus il sera ancien, plus il noircit, il devient incoagulable. Donc c'est du sang noirâtre. Très bien. Quoi d'autre? Donc on a vu les signes de la grossesse, signes spécifiques de la grossesse. Ensuite, des signes qui sont les métrorragies. Quoi d'autre? Autre signe? Douleur. Les La douleurs. courbe. La douleur. Pourquoi on a une douleur? Pourquoi? Il y a une compression. Et très bien. Je réponds d'abord parce que Galouli, pourquoi le sang il est incoagulable? Parce que c'est un sang digéré, il est ancien. Ça veut dire qu'il a consommé ses facteurs de coagulation. D'accord? C'est bon pour celui qui a posé la question? Allô? Celui qui a posé pourquoi le sang il est incoagulable? Parce que c'est du sang ancien. Le sang ancien, il se ramollit. Très elle a bien. dit ça bon, Ok. oui. Ah, super. Donc, on a dit, le deuxième signe, après l'hémétorragie, vous avez dit la douleur. Quelles sont les caractéristiques de cette douleur? Qu'elle est unilatérale. D'accord? Unilatérale. Très bien, parce qu'elle intéresse une trempe. Elle n'est pas médiane, elle est unilatérale, à droite ou à gauche. Ça Dans dépend le si bas du c'est ventre. vers droit. C'est pas le bas du ventre. Le bas du ventre, c'est une douleur du bas du ventre. On suspecte beaucoup plus les avortements ou bien les menaces d'avortement parce que l'utérus, il se contracte au milieu et fait expulser. Là, c'est une douleur parce qu'il y a. Pourquoi la douleur, elle est unilatérale? Pourquoi il y a une douleur? Parce que la trompe, elle est fine et il y a à l'intérieur, il y a un Un petit fait. embryon, un fœtus, on dit embryon, premier trimestre, on va dire, à partir du deuxième, on parle de fœtus. Donc, un petit embryon qui essaie de se développer dans un espace très kishara, très fin kishara, d'accord? Ce qu'on appelle la douleur, elle est de type, comment elle sera, comment elle est de type? Ça vous rappelle quoi? Colique. La colique, très bien. Elle vous rappelle, donc, c'est une douleur de type colique. D'accord? Ce n'est pas une type pesanteur. Ou là, une douleur en coup de poignard qui mal un infarctus du myocarde ou bien un infarctus ilio-mésentérique. C'est une douleur expulsive de colique. La lithiase rénale, d'accord? C'est le même principe. D'accord?
C'est bon? Oui, monsieur. Donc, Oui. c'est une douleur unilatérale type de colique. Très bien. Déjà, elle vous oriente sur quel ovaire ou de quel côté elle est la grossesse utérine, extra-utérine, pardon. Donc, on a vu ça, c'est les signes qui sont un peu. Donc, si vous avez une douleur latéralisée à droite ou à gauche, si vous avez des saignements, ça veut dire que la grossesse n'est pas normale. Bien sûr, on peut avoir une grossesse normale, mais une douleur à droite, bien sûr, il faut savoir toujours éliminer l'appendicite, d'accord? OK? Donc, on peut avoir une grossesse normale avec une douleur à droite. Vous allez penser la grossesse extra-utérine, vous allez demander l'avis d'un gynécologue. Le gynécologue, comment il va confirmer? Donc, devant ces signes-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Un toucher vaginal. On va faire un Échographie. examen clinique. Vous voyez, on peut faire un examen clinique à la recherche du signe. Qu'est-ce qu'on va trouver? Les signes classiques cliniques de la grossesse. C'est plus intéressant. D'accord? Ouais. Bon, on peut faire un toucher vaginal pour voir s'il y a une douleur du cul-de-sac, parce que c'est la douleur à droite pour la réveiller, oui. Bon, oui, mais ça, c'est des examens avant l'événement de l'échographie. D'accord? Ouais. Ou Le OK. l'HCG. dosage des bêta-HCG. Donc, ce qu'on va faire, on va confirmer. On demande Le dosage des biologiquement si bêta-HCG. cette aménorrhée, exactement, si cette aménorrhée, elle est secondaire à une grossesse, ou bien si on trouve l'ACG négatif, ça veut dire que c'est une aménorrhée qui n'est pas liée à la grossesse. Si par contre on trouve l'ACG positif, donc on est sûr qu'il y a une Une grossesse. grossesse, oui. D'accord? Donc on confirme d'abord la grossesse par un taux de bêta-HCG. Si le taux de bêta-HCG il est positif, ça veut dire que la femme, elle est enceinte. D'accord? Ouais. Moi, on me dit comme D'accord. ça, j'ai une consultation, j'ai une des jeunes, surtout, je ne sais pas, disent, je sais pas, aménorrhée, ils disent, non, tu fais un taux de bêta-6 positif, tu as fait un rapport, vous savez, non, je n'ai jamais fait de rapport. On s'en fiche de la vie des gens, là, d'accord. Mais un taux de bêta-CG, elle est enceinte, d'accord. Et c'est très fréquent, on dit, parce que les jeunes filles, elles ne veulent pas dire la vérité, mais elles viennent dans un tableau de grossesse, où là, est-ce que tu fais des rapports, non, tu demandes un taux de bêta-CG, il revient positif, c'est bon, elle est enceinte. Ah, bon, non. Donc, là, quand le taux de bêta-CG est positif, même s'il n'y a pas de rapport, on s'en fiche royalement. On va la considérer comme la Vierge Marie et elle est enceinte, point barre. D'accord? On s'en fiche. On a un taux de D'accord. bêta-CG. OK, ça veut dire qu'elle est la femme, elle est, elle est enceinte. Donc, le taux de bêta-CG, il va nous orienter que la femme, elle est enceinte. Mais la localisation de la grossesse, est-ce que le taux de bêta-CG peut nous orienter? L'échographie. Très bien, c'est l'échographie, bien que le taux de bêta-HCG, il est sécrété à partir du 9e jour de la fécondation et il subit une croissance Chaque les 48 semi-logarithmique heures. chaque 48 heures avec un dédoublement. Double. Donc, si sur une Oui. grossesse normale, le taux de Sahaka, par exemple, il était à 1000 dium, après 48 heures, il sera à 2000. Si on le trouve Oui. à 1500, donc on va dire que cette grossesse n'est pas vraiment normale. Elle peut être grossesse arrêtée ou bien une grossesse extra-utérine. Ouais. Donc, on trouve une courbe perturbée de Exactement, on bêta-HCG. aura une perturbée, mais qui ne nous oriente pas vraiment sur la grossesse extra-utérine ou c'est la grossesse menacée. Donc, pour voir la localisation exacte, pour voir le professeur Lahmar, donc vous attendez qu'il y ait des gens, je vous la voix, mais pour voir que le professeur Lahmar n'est pas au chalet, il est au chalet, mais il gauniche. Donc, je ne suis pas dans le chalet, je ne suis pas dans l'utérus. D'accord? C'est un signe indirect que je n'ai pas donné de cours. C'est vrai, qu'il gagne sur Zoom, c'est un signe direct que le professeur Hamar, il est sur Zoom. Ouais, Donc, c'est le professeur exactement. Hamar, il est extra et dépeint. D'accord? C'est OK? clair, c'est clair. D'accord. Oui, d'accord. C'est clair. Monsieur, il y a Donc, une on fait question dans le l'échographie. chat. Donc, je reviens sur. Donc, on fait une échographie, on va voir l'échographie, on va visualiser l'utérus. Si l'utérus il est vide, ça veut dire que la grossesse n'est pas dans la cavité. C'est un signe indirect qu'elle est extra-utérine. Qui m'a fait il n'a pas donné de cours. Non, mais donc, il sera sûr que je suis. Donc, l'utérus il est vide, on va chercher à droite, surtout du côté de la douleur, on va trouver la grossesse dans la trompe. Ça sera un signe direct que la grossesse, elle est dans la trompe. La vacuité utérine, c'est un signe indirect. D'accord? C'est bon? Oui. Monsieur, Oui.
S'il vous plaît, à quel jour on peut visualiser le fœtus pour la trompe? Très bien. Donc, la grossesse, la grossesse, elle est visible quand le taux de bêta-CG est supérieur à 1500, ce qu'on appelle le seuil discriminatif. En semaine, une grossesse normale, la grossesse, elle est visible à partir de 4 semaines et demie par sonde endovaginale. Parce que la différence entre la sonde endovaginale et la sonde abdominale, c'est quoi? Parce que la sonde abdominale, il y a la peau, la graisse, shahma, ou les onces intestinales qui perturbent la qualité de la sonde. Donc, si on introduit une sonde endovaginale, on va être au contact direct de l'utérus. Donc, la sonde endovaginale, elle est plus précise, elle est plus précoce. Et la Oui, grossesse, elle est visible à partir de 4 semaines et demie. Une d'accord, grossesse normale. Donc, ce qui correspond à un taux de 1500 de bêta-HCG. D'accord? Ce d'accord, qu'on appelle le d'accord. seuil discriminatif. Donc, si vous faites un taux de bêta-HCG à 800, 600, 500, vous ne risquez pas de voir la grossesse parce qu'il n'est pas la lune à midi. Est-ce qu'il peut voir la lune à midi? Non, Très bien, c'est bien. ouais, Le soleil à minuit, donc le seuil discriminatif à partir duquel la grossesse, c'est de 1500, c'est le seuil discriminatif. Et elle est d'accord. visible à partir de 4 semaines et demie, surtout par sonde endovaginale. Et pourquoi l'endovaginale? Parce elle est proche de l'utérus et elle n'est pas dérangée On peut par la pas paroi ni par directement. les onces intestinales. D'accord? Oui. Très bien. Donc, le fœtus meurt. Bien sûr, il n'a pas les conditions, il se développe, mais il n'a pas assez d'espace, donc avant de mourir, il va entraîner des dégâts. Cadeau, les signes que vous venez de me citer, c'est les signes d'une grossesse extra-utérine diagnostiquée précocement. D'accord? C'est quoi précocement? Ça veut dire parce que si l'utérus. Allô, allô. Oui, on vous entend. Oui, monsieur, Très on bien. est là. Ah, super. Donc, si l'utérus, parce que l'utérus, si la grossesse est au niveau de la trompe, si vous passez à côté, par exemple, une femme qui se présente, vu que j'ai mal, le taux de bêta-CG positif, tu fais une échographie, tu ne trouves rien, là, il n'y a rien, c'est juste une colique, on rentre chez toi, prends du spasfan. Le fœtus, l'embryon, il est en train de croître, de prendre la taille, du volume dans une trompe qui file. Qu'est-ce qui a le risque? C'est quoi? C'est quoi? Le risque, c'est La l'éclatement nécrose de se la trompe. rupture. Là, la trompe se rend, elle s'éclate. C'est la rupture de la trompe. Et le tableau, il sera quoi? Le tableau, il sera de quoi? Péritonite. Péritonite. Mais péritonite, un hémopéritoine, hémorragie État de intrapéritonéale. choc. D'accord. État de choc. Il a été poignardé par un couteau. Chose sera une perforation d'un ulcère hémorragique ou d'un éclatement d'une veine. Donc, il sera le tableau d'un choc hémorragique. Dans les malades en général, ils auront les urgences chirurgicales dans un tableau d'état de choc, froideur. Il y a un hémopéritoine de grande tendance. Il prend une chaleur rigide, les vaisseaux il garde la tempe, elle est complètement déchirée, qui saigne. Et dans ce cas-là, il est chez les gynécologues, on va clamper ou la coupe carrément la trompe. Donc, c'est le tableau de la rupture cataclysmique de la grossesse tubaire. Donc, le tableau, le tableau de quoi? C'est une complication. C'est un diagnostic qui est méconnu. D'accord? C'est des gens qui sont passés à côté d'une extra-utérine. Parce que si vous diagnostiquez précocement, qu'est-ce que vous allez faire? On va parler du volet thérapeutique. Donc, le diagnostic, vous n'avez quoi? En plus des signes cliniques de la grossesse, on a les métrorragies, les douleurs. Devant ce tableau-là, on doit penser à la grossesse extra-utérine. On va faire une échographie, on va visualiser l'utérus. On cherche d'abord l'utérus, le bébé. Donc, si on ne le voit pas dans l'utérus, c'est un signe direct que la grossesse n'est pas dans l'utérus. Mais on va chercher à droite, à gauche, on va trouver l'embryon, soit dans la trompe droite, soit dans la trompe gauche. Et dans ce cas-là, on a vu la grossesse dans la trompe droite. C'est une grossesse extra-utérine tubaire. D'accord? Bien sûr, on a lancé un bilan de bêta-ACG qui est revenu positif. Si on fait un retard diagnostique où là, on ne voit pas la grossesse extra-utérine, on passe à côté.
la grossesse jusqu'à un moment où elle va éclater, où ça fait un choc de tableau hémorragique. C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Question? Donc, l'alloïlisation, c'était une réponse peut-être. Si on aura un contact entre le sang maternel et le sang fœtal, le risque, c'est l'alloïlisation. Très bien. D'autres questions? Je ne vois pas. C'est bon? Oui. C'est bon? Donc, le diagnostic, il est établi devant l'aménorrhée, douleur, métrorragie. On fait un examen complémentaire, un taux de bêta-HCG qui revient positif, ça veut dire qu'il y a une grossesse, mais il ne répond pas sur la localisation. Pour répondre à la localisation, il faut faire une échographie qui va nous montrer un utérus vide et une grossesse en dehors, soit dans le trompe, soit sur l'ovaire, soit dans la cavité abdominale. D'accord? Très bien. Donc, on a posé le diagnostic de la grossesse extra-utérine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Il faut les traiter. On va traiter. Il faut les traiter. Qu'est-ce qu'on va traiter? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser évoluer la grossesse? Non. Non. Parce que si on la laisse évoluer, qu'est-ce qu'on aura? Un L'homme. tableau d'hémorragie. Complications. Des complications. Très bien, on aura une rupture de la trompe. Mais supposons, je vous pose la question, supposons la grossesse, elle n'est pas dans la trompe, elle est dans la cavité abdominale. Est-ce qu'il y aura le tableau de rupture? Hein? Non. Donc, on aura une grossesse qui peut aller jusqu'à terme. Et jusqu'à terme, 9 mois, parce qu'elle a de l'espace. D'accord? Et dans ce cas, le diagnostic en général, si on le fait par échographie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une césarienne, une laparotomie, le bébé, ou le placenta, parce que le placenta, c'est sur les onces intestinales, on ne peut pas arracher les onces intestinales. D'accord? Heureusement que c'est exceptionnel. D'accord? C'est bon? Oui. Non, monsieur, je ne comprends pas. La grossesse, ok. Donc, comment sera le taux de bêta-HCG en cas de diagnostic tardif, s'il vous plaît? Le taux de bêta-HCG aura la grossesse normale, c'est un dédoublement chaque 48 heures. Donc, madame qui a une grossesse, le taux il est positif, mais l'évolution elle sera inférieure à l'âge gestationnel. Il ne sera pas dédoublé chaque 48 heures. D'accord? C'est bon? Ok, numéro 1. C'est bon? Oui. Super. Donc, on est les moyens thérapeutiques. Vous avez les moyens thérapeutiques, le but, c'est de poser le diagnostic précocement pour ne pas avoir des complications. Donc, les moyens thérapeutiques, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les moyens thérapeutiques? Monsieur, je m'excuse. Il y a une participante qui n'a pas compris quand la grossesse est abdominale. La grossesse, quand la grossesse est abdominale, elle peut se développer ou là, non? Elle peut se développer parce qu'elle a de l'espace. Oui. Parce que très bien. Donc, elle se développe, donc, ça 9 mois. Entre-temps, on fait une échographie, on oublie l'utérus à droite, ou là, le bébé, il est dans la cavité. La femme, elle ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas accoucher, mais le vagin n'est pas, l'abdomen n'est pas ouvert dans le vagin. Oui. C'est l'utérus qui est ouvert dans le vagin. Donc, elle ne peut pas accoucher. Si on la laisse, on ne fait pas la césarienne à 9 mois, il monte là le bébé, donc il se les bébés, donc momifiés, d'accord? Oui. Donc, ça dit une femme, في مرأة تلقاوها 100 سنة 100 سنة ومن بعد يقولوا يروحوا يديروا لها راديو ان ابدومين سون بريباراسيون يلقاو ان بيبي موميفيي هذوك سي دي elle ne va pas accoucher, elle n'aura pas de contraction utérine parce que ce n'est pas l'utérus. Le bébé qui reste 9 mois, 10 mois, il mousse le bébé chier, il n'y aura plus de place, il se calcifie, le bébé il décède. Oui, qu'est-ce qu'il va subir? Il ne va pas s'infecter. Il est dans une cavité qui est propre. Que le lieu est aseptique. Quoi? Cavité aseptique. Donc, qu'est-ce qu'il va subir? Une momification. Oui. C'est les femmes, ils ont ça, c'est une grossesse abdominale, il va devenir césarienne. La parotomie. D'accord? Parce qu'elle ne pourra jamais accoucher. Elle n'aura jamais de douleur de l'accouchement. Comme tu dis, là, non. Parce que la douleur de l'accouchement, c'est l'utérus. Il se contracte. D'accord?
Oui, J'ai répondu à la question de celle qui a posé la grossesse abdominale. oui, c'est bon. C'est bon, Haji. H-J. C'est bon? Hajar. Oui, Hajar, c'est ouais, bon. Hajar. Tu as compris, Hajar? Oui, c'est bon. Super, très bien. Donc, on a des moyens thérapeutiques. On doit traiter, on doit traiter quel que soit. Donc, le but, c'est de poser le diagnostic précocement pour qu'on puisse traiter rapidement. On a deux moyens thérapeutiques, soit la chirurgie, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Médicalement. Très bien, médicament, parce qu'on va la considérer comme une tumeur, d'accord? Et on va faire une La chimiothérapie. chimiothérapie. Très bien, une chimiothérapie, comme ce n'est pas un cancer, une chimiothérapie, on va donner une seule molécule, même plus, d'où le méthotrexate, qui est la molécule. C'est un antimitotique qui va détruire les cellules. Donc, les cellules, c'est le bébé, le commissariat, il va le détruire, ok? Il va le Il va le nécroser. tuer. Il va l'empêcher, c'est un antimitotique, il va empêcher la multiplication comme une tumeur, d'accord? Le but de la chimiothérapie, c'est de donner des antimitotiques. Oui, Comme on va donner, Oui, la donc on va césarienne, donner c'est pour sauver le bébé. césarienne, quelle césarienne? Elle a posé une question qu'on dirait césarienne يبقى عايش le bébé. Et bien sûr, c'est un bébé qui a aussi 9 mois, il faut que tout قلت c'est simplement. pour sauver. Pour le sauver, parce que si on ne le sauve pas, il va mourir, sa mère, il va se momifier. Il va mourir. C'est bon? Donc, on a de la chimiothérapie. Cette chimio... Pardon. Normalement, il y a un le cours, j'aurais dû partager avec vous le Pardon. Donc, on a dit, on va faire soit le traitement médical, soit le traitement chirurgical. Donc, c'est le traitement médical et quand est-ce qu'on fait le traitement chirurgical? Si, je pense le chirurgical quand c'est abdominal, non? C'est relié à le bêta-HCG. Le médical et le chirurgical, quand c'est une hémorragie cataclysmique, c'est la chirurgie. Là, c'est clair. C'est un abdomen chirurgical, n'est-ce pas? Ouais. Mais quand la grossesse, elle est très précoce, elle est très très jeune, on fait un traitement médical. Quand la grossesse, elle est très jeune, quand elle est pas aussi symptomatique, en fonction de l'âge de la grossesse. En fonction de l'âge de la grossesse, il y a un score, ce qu'on appelle le score de Fernandez. D'accord? Et la taille de la grossesse et le taux de bêta-HCG. Le taux de bêta-HCG, l'âge de la grossesse, est-ce que la présence ou non de l'hémopéritoine, le taux de progestérone et l'âge en aménorrhée et la présence ou non de douleur. Donc, sur tableau, nous dirons le calcul. Par exemple, la grossesse, elle a un âge de 8 semaines. On a 3 points. On a une douleur spontanée, on a 3 points. Si le score est supérieur à 13, on fait d'emblée la chirurgie. D'accord? C'est bon? Donc, si le score de Fernandez il est inférieur à 13, qu'est-ce qu'on fait? Un traitement médical. Très bien. Le score, donc, c'est en fonction du score. Il y a un score, je vous dis, est-ce que le traitement médical il va réussir ou non? Donc, si le score il est inférieur à 13, enfin, on fait un traitement médical. De chimiothérapie, qui est le méthotrexate en dose. On donne 1 mg par kilo en dose unique. Donc, si la femme elle pèse 50 kg, on a 50 mg en injection intramusculaire, dose unique. D'accord? Oui. OK? Dose unique. Oui. Et on va voir, comment on va juger que le traitement est efficace? Monsieur, par la trompe. On en parle le taux de Absence de bêta-HCG. signes cliniques. On parle le taux de bêta-HCG. Bêta-HCG, oui. La diminution. La diminution, très bien. S'il y a une diminution du taux de bêta-HCG, ça veut dire que le traitement, il est efficace. Efficace, oui. Et le taux, comment le taux, c'est par exemple une injection, le taux J0, le taux de bêta-HCG, l'injection, le taux était à 1000. Supposons qu'il y en a après, ou que déjà on redose le taux de bêta-HCG. Est-ce que juste à 1 heure après l'injection, ou là, à 1 semaine, ou à 3 jours, ou que Quatrième jour. Quatrième jour. Quatrième jour. On attend l'effet de la chimiothérapie. Juste après l'injection, le taux, c'est sûr, il n'est pas. Donc, au 4e jour, on va faire le taux. Donc, avant l'injection,
La première injection, on fait un taux de référence. L'injection, on fait un taux de bêta-ACG. Supposons le taux était à 1000. Je ne sais pas comment répondre à ça. Le quatrième jour, on fait taux de bêta-ACG. Le taux de bêta-ACG doit diminuer de plus de 10%. Supposons qu'un ami, à J4, بداش لازم يكون قل من 900. D'accord? Oui. Parce que supposons le 950, est-ce que c'est efficace? Non. C'est pas efficace. La diminution, elle doit être supérieure à 10%. Supérieure à 10%. Oui. Donc 800, 500, 400, 200, كل ما يكون هابط المهم supérieur à 10%. Si par exemple le taux n'est pas, le taux à 900, à 1000, le à 950, ça veut dire que c'est inefficace. Qu'est-ce qu'on fait? On refait une deuxième injection. Le taux de référence, est-ce que 1000 ou la 950? 950. 950. نعودوا نقيسوا على 950. لازم نزيدوا نحسبوا 4 ايام اخرين 4 jours après la deuxième injection. لازم تكون قل من 850. Très bien, 10%, dis-moi 10%. Ok, c'est oui. Bon? Très bien. Oui. Donc, si par exemple, échec du traitement médical, qu'est-ce qu'on fait? Traitement chirurgical. Chirurgical. Si le score il est supérieur, de Fernandez il est supérieur à 13, qu'est-ce qu'on fait? Traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, exactement, par cilioscopie ou par laparotomie, de préférence par cilioscopie, sauf choc hémorragique, état de choc, de laparotomie. Mais supposons que ce n'est pas un choc hémorragique, on peut faire cilioscopie ou la chirurgie classique. Qu'est-ce qu'on fait? Soit la trompe, la guinea comme l'IHA, on fait un avortement tubo-abdominal, à l'ovaire, à la trompe, le fœtus à le pavillon, ce qu'on appelle un avortement tubo-abdominal. D'accord? Supposons on fait une mini césarienne sur la trompe, on aspire l'embryon. D'accord? Oui. Supposons qu'il a la trompe éclatée, qu'est-ce qu'on fait? On la trompe avec l'embryon. La salle injecte. D'accord? C'est totalement. Totalement. La guinée malade ou complètement éclatée. Parce que qui charahia, فهمتني ما تقدرش تخيطها فهمتني. Il a éclaté, qu'est-ce que tu fais? On l'enlève. Donc le but du diagnostic, لازم يكون un diagnostic très précoce, exactement pour éviter d'enlever la trompe. Vous avez compris? Ouais, sauver la trompe. Oui. Pour sauver la trompe, très bien. Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez répéter cette partie, j'avais un problème de connexion. La chirurgie, soit le traitement chirurgical, la chirurgie, soit par laparo, soit par cellule. D'accord? État de choc, bien sûr, on dirait laparotomie, chirurgie classique. Sinon, on fait une cilioscopie, on fait la trompe. Je vois les porteuses de la grossesse. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on a besoin de la trompe pour le bébé. Il met le tube de dentifrice, d'accord? Comme ça, le bébé à travers la pour ne pas ouvrir la trompe, pour ne pas sectionner. D'accord? Sinon, on fait une petite incision, ok? Ce qu'on appelle une mini césarienne. Là, la trompe endommagée, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. C'est bon? Oui. Oui, merci. Merci à vous. C'était un plaisir. Bon, bien que je ne vous vois pas, vous avez profité de mon beau visage. Et moi, à très bientôt, Inch'Allah. Et Merci beaucoup, professeur. On aura l'occasion, Inch'Allah. Fatima, Hajar, Hakima, tout le monde. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Inch'Allah. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.